Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vous salue. Dans cette vidéo aujourd'hui, je souhaiterais répondre aux différentes questions qui ont été posées par rapport au projet d'écolieu, d'éco-village qui vous a été présenté dans les précédentes vidéos et je commence par vous remercier chaleureusement pour les nombreux commentaires enthousiastes que vous nous avez donnés, que ce soit au travers de la première vidéo ou de la dernière sur la présentation. Donc c'est toujours une résonance dans le cœur qui donne de la joie d'entendre et de lire les différents retours, l'enthousiasme, la résonance par rapport à ce monde nouveau quelque part et ces valeurs qui sont véhiculées. Et puis vous avez été nombreux aussi à nous écrire par email par rapport au blog ou au travers du blog aussi, terraliva.pt. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir un petit peu. Il y a beaucoup d'articles qui expliquent plein de choses sur le déroulement du projet. Et donc vous avez posé aussi une série de questions et c'est très intéressant parce que c'est grâce à vos questions qu'on peut éclairer davantage après le projet pour ceux qui sont intéressés. Donc je vous avais dit que je ferai une vidéo là-dessus. Après, il y a d'autres choses que j'aimerais partager dans les prochaines vidéos sur des enseignements intérieurs qui sont là et pour qu'il y ait comment dire, une synergie avec ce qui vous est proposé là au travers du projet. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore parler de ce projet pour éclairer davantage, bien qu'il n'y ait pas de séparation fondamentalement, puisque c'est une prolongation naturelle et un ancrage de toutes ces valeurs. Et donc, si vous le voulez bien, j'ai pris note de vos questions, je les ai rassemblées, donc il y en a différentes qui parlent du même sujet. Donc on va commencer tout de suite. Je souhaite que ça puisse répondre à vos interrogations. Et puis si ça suscite d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, posez-les au travers du blog et on verra comment on pourra y répondre. Je vous remercie aussi pour tous ceux qui ont fait la démarche déjà de venir nous rejoindre. Il y en a certains qui nous ont rejoints dans le groupe Telegram et puis il y en a d'autres qui vont nous rejoindre dans les prochaines semaines déjà sur place, sur le terrain. Donc ça aussi, évidemment, c'est très joyeux de pouvoir construire ensemble. Alors, la première question qui a été posée, en tout cas que je vais dont je vais vous parler, c'est la question de Pascal. Et il y en a une autre aussi de Myriam sur le même sujet, c'est-à-dire sur les sujets des animaux. Pascal dit « Bonjour à tous, j'ai lu tous les articles du blog, une question demeure pour moi concernant les animaux, dont je n'ai rien lu sur le sujet, je pense aux poules, aux moutons, aux chèvres, aux ânes, etc. Une place leur sera-t-elle faite et si oui, sous quelle modalité? Voilà, douce et lumineuse journée. Voilà, merci Pascal. Et Myriam aussi, prévoyez-vous un espace pour accueillir des animaux? S'il y a suffisamment d'herbe, bien sûr, je ne pourrais pas envisager de me séparer de mon cheval. Voilà, puis tu partages que ce projet, son concept de présentation du lieu a suscité vraiment un réel intérêt. Donc ça, la deuxième partie, c'est une autre question on va développer après. En tout cas, pour les animaux, effectivement, il y a beaucoup de choses forcément qu'on a vues dans ce projet et on a fait des choix dans ce qu'on vous a présenté et donc on n'a pas tout évoqué et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce sujet-là pour l'instant. Donc voilà, on peut le faire maintenant. Oui, il a été prévu d'accueillir ou qu'il y ait en tout cas des animaux sur place. Accueillir parce que, je veux dire, naturellement, dans la nature, il y a des animaux qui vont pas nous demander leur permission, qui vont venir, notamment sur l'étang ou d'autres lacs. Et puis, on voyait effectivement différents animaux, dont les animaux que tu as cités, Pascal, les poules, les moutons, les chèvres, les ânes. Effectivement, on voyait cela. Et effectivement, on voyait aussi éventuellement plusieurs chevaux, parce qu'un cheval tout seul, c'est un peu triste. Un cheval a besoin de compagnie, donc plusieurs chevaux. Donc on voit effectivement quelques animaux sur place. Alors ça dépend par exemple des moutons ou des chèvres, il y en aura plus.
Des chevaux, il n'y en aura pas autant, mais tout ça évidemment sera fait de façon à ce que ce soit naturel et bon pour ces animaux. C'est-à-dire qu'il faudra prévoir un espace suffisamment important pour, bon si ça concerne les moutons et les chèvres, pour faire tourner les espaces de pâturage aussi. Et puis, bon, il faut de l'espace quand même pour les chevaux aussi. Et donc, voilà, je trouve, et je ne suis pas le seul, que il y a une belle énergie à inclure aussi la vie au travers des animaux, donc tous les règnes végétaux, minéraux, etc. Et c'est pourquoi on va le faire. Il y aura d'autres animaux aussi, voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et donc, voilà, pour ce sujet-là, oui, effectivement, on compte les accueillir. Alors, en ce qui concerne, c'est une question beaucoup plus délicate, les animaux domestiques. Parce que là, on parle des animaux sur le terrain même, donc qui sont... parce que, bon, un cheval, forcément, c'est pas vraiment domestique comme animal, c'est un peu différent, parce que, bon, ça se balade pas dans le salon, mais un animal domestique qui... Comme évidemment les chats et les chiens, typiquement, eh bien, ça c'est un sujet qui est plus délicat et pour différentes raisons. Là, on rentre dans la complexité d'une vie en harmonie, d'une vie ensemble. Vous voyez, on ouvre des sujets concrets. Alors, j'ai une grande résonance avec les animaux en général. Les chiens, les chats, il y en a aussi dans le centre de retraite. Il y en a qui se baladent naturellement. Donc, c'est quelque chose qui peut faire partie de la vie naturellement et qui apporte quelque chose par leur présence. Maintenant, notre vue par rapport à ça est qu'il est bon d'avoir éventuellement des chats et un chien ou plusieurs chiens, mais d'une façon collective de nouveau. Donc qui serait pour le lieu de résidence ou le lieu collectif, n'est pas appartenant à un maître en particulier, parce qu'après ça devient territorial, parce que ce sont des animaux territoriaux, et puis ça peut créer pas mal de difficultés avec des aboiements continus, etc. Donc bon, ça c'est un sujet qui peut être développé, mais pour bien des raisons, c'est un sujet qui peut être délicat. On a vu que ça paraissait délicat de commencer à ramener tous les chiens et tous les chats de tout le monde sur une même zone. Ça risque de poser difficulté éventuellement. Donc voilà, ça c'est pour ce sujet-là. Comme ça, vous êtes au courant. Mais encore une fois, globalement, on est pour les animaux, toujours l'équilibre. Mais voilà, il faut faire l'équilibre en même temps pour qu'il y ait une harmonie et que tout fonctionne ensemble. Tout est une question toujours d'équilibre, ni trop ni trop peu. Alors, il y a une question aussi, je reviendrai sur ta question Myriam après, c'est la deuxième partie de ta question. Il y a une question d'abord de Patricia, donc bonjour Patricia, et qui pose la question sur le climat au Portugal. Alors Patricia vient d'Irlande, donc c'est pas tout à fait le même climat, effectivement. Donc le climat et l'altitude. Sinon, grand merci pour la beauté, l'amour bien palpable qui émanait la clarté des informations. Merci Patricia pour ton retour. Alors, concernant le climat, l'altitude d'abord, le terrain, comme je l'ai dit, se situe en plateau, mais le Portugal, du moins dans cette région, il y a une toute petite région où il y a un petit peu de montagne, mais globalement, le Portugal n'est pas un pays qui est très en altitude. Et donc, et dans cette région de l'Alentejo, voilà, l'altitude est relativement basse, donc pour être en plateau, c'est pas très grand. Donc on a une altitude qui oscille entre 150 mètres et 50 mètres environ. Voilà. Donc on a donc une centaine de mètres de dénivelé à certains endroits, notamment quand on a la vue panoramique au niveau de la zone résidentielle. Il y a un autre endroit du terrain où on a aussi 150 mètres et où on voit en contrebas, on a une autre zone du terrain qui est en contrebas à 50 mètres, en contrebas de la zone écologique où il y a la source qui ressort en cet endroit. Et concernant le climat est bon. Donc au Portugal, il y a 3 types de climat.
Il y a, donc dans l'ensemble du pays, il y a des zones avec un climat qu'on appelle océanique, il y a des zones avec un climat méditerranéen, et il y a des zones avec un climat continental. Dans les climats océaniques, c'est plus humide, comme au nord, il pleut davantage, mais parfois beaucoup, c'est plus humide. Dans les climats continentaux, il y a plus d'extrêmes entre les étés et les hivers. Donc ça, c'est ce qui est plus proche de la frontière espagnole, du côté frontière andalouse notamment. Et puis, il y a les climats méditerranéens qui sont plus proches de l'Algarve, donc plus au sud et pas loin de l'océan. Donc nous, on est dans un climat méditerranéen. Donc on est adouci aussi par l'océan, parce qu'on n'est pas très loin. Et ce climat-là fournit des étés qui sont chauds, mais plus tempérés que dans des climats continentaux, dans cette région-là du Portugal en tout cas. Et donc chaud mais plutôt sec, et en hiver il fait plutôt doux. Donc l'altitude, oui, 50-150 mètres, donc ça n'a pas beaucoup d'influence sur le climat. Par contre, l'écosystème qu'on va créer, qu'on est en train de développer, même s'il y a déjà pas mal d'arbres sur le terrain, on compte avec des zones d'eau et des zones de reforestation, créer un écosystème qui permet de tempérer encore et de créer comme ça plus de douceur encore en hiver et plus de douceur aussi en été, de diminuer la température. Et on peut jouer comme ça de façon importante, on peut jouer jusqu'à 5-7 degrés de variation de température qui peut se faire quand on crée un écosystème qui permet au sol et aux végétations, etc., de retenir, en fait, de gommer un petit peu les extrêmes, trop chaud et trop froid, y compris entre le jour et la nuit. Et donc, voilà, ça crée quelque chose d'encore plus agréable sur le terrain. Donc, en travaillant un terrain et sa nature, on peut jouer aussi sur le climat. Par exemple, si à un même endroit, il n'y a aucune nature, le terrain va forcément devenir très, très sec, la terre va devenir très sèche, et puis elle va même commencer à briller, elle va minéraliser, et puis en fait, elle va se craqueler, etc. Et ça va rayonner un peu comme de la pierre rayonnerait, et donc il va faire de plus en plus chaud. Vous voyez, alors que c'est le même endroit que juste à côté où il y aurait plein de nature, et la nature attire la nature et l'humidité, etc., et tempère les choses. Voilà ce que je peux dire. Donc globalement, il y a des beaux étés, il y a des beaux printemps et des beaux automnes. Voilà, donc mais il y a quand même de la pluie, donc ça apporte de l'eau quand même par rapport au sud de l'Espagne par exemple, ce qui est un peu plus bas, mais où on connaît parce qu'on a un centre de retraite dans le sud de l'Espagne, et le climat est plus sec et il pleut moins. Donc voilà, il y a quand même de la pluie qui est apportée. Voilà ce que je peux dire pour le climat. Alors après, il y avait donc une question de Myriam, donc la deuxième partie de ta question était... donc Myriam exprime qu'elle a peu de ressources et qu'elle demande si qu'on peut accueillir des personnes dans sa situation, une personne qui a des ressources intérieures, donc peu de ressources matérielles, mais il y a des ressources intérieures, il y en a beaucoup. Après, difficulté de les exploiter, etc., même s'il y a une évolution dans ce sens. Alors, merci pour la question, qui concerne certainement d'autres êtres. Pour cette question-là, en fait, il arrive souvent que les aides, surtout quand on est en recherche, tout ça, parfois ça s'ouvre, ça change à l'intérieur, ça se transforme, donc c'est pas toujours facile de se trouver parce qu'on est en évolution. Et puis
la démarche d'aller vers l'intérieur, de s'ouvrir, c'est une démarche yin dans la réceptivité. La démarche de s'affirmer, de construire, de rayonner, de donner, d'apporter quelque chose, c'est yang. Donc ça met un temps pour rassembler. En général, dans la société, on favorise le yang d'abord, plutôt que l'écoute de soi, la réceptivité. Donc quand on va dans le yin, voilà, met un temps pour rassembler ces deux parties. On a prévu sur le terrain, en tout cas, le fait de permettre aux êtres, dans une certaine mesure, de permettre aux êtres de finalement trouver de quelle façon ils se sentent alignés et ils peuvent apporter leur valeur. Alors, cette valeur d'abord qu'on apporte, c'est bien sûr une démarche intérieure. Donc c'est toujours, je reviens à ce que j'ai déjà exprimé dans des autres vidéos, le principe des fondations intérieures. Ça, c'est vraiment la démarche première. Et donc, forcément, c'est de commencer par aller dans les fondations intérieures. Et donc, c'est là qu'on trouve du sens. Et ce projet, il révèle du sens par rapport à ce qu'il représente aussi. C'est-à-dire qu'il va dans ce principe de monde nouveau, il va dans ce principe de nouvelle terre, il va dans ce principe d'élévation de la conscience collective. Donc, on participe à cela en y passant ou en vivant quelque temps là ou plus longtemps. On contribue à quelque chose. Ce mode de vie, c'est comme créer j'ai parlé de puits de lumière qui rayonne, qui se connecte aux autres écolieux aussi. Et donc, tout ça, aux autres projets, grands, plus petits, et qui permettent de favoriser une ouverture de conscience et qui permet aux êtres de voir qu'il y a une autre façon de vivre. Donc il y a un peu cette notion de sens déjà par le fait de contribuer à ça. Et alors on contribue dans un mode de vie qui est harmonieux, qui prend en compte une façon de vivre en harmonie avec la nature. Là je parlais de la nature, comment voir équilibré, mais on est en harmonie entre les êtres. Comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie dans le respect de soi, le respect des autres. Et puis c'est un tout à tous les niveaux. Et donc c'est à tous les niveaux, c'est lié aux échanges de flux, ça peut être matériellement aussi, au niveau de l'argent, etc. On pourra en reparler dans d'autres questions, ça, parce que en fait à l'intérieur, on n'est pas obligé de fonctionner avec de l'argent, donc ce qui diminue d'ailleurs, ce qui est plus facile et ce qui augmente en fait la richesse et les connexions. Mais la valeur qu'on apporte, donc elle est d'abord celle-là dans les fondations intérieures. Après, l'idée est de favoriser l'expression des singularités de chacun. Plus on va dans la connaissance, plus on peut partager quelque chose qui est soi. Et là aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer. Il y a la possibilité d'essayer différentes choses. Donc parfois, il faut essayer pour savoir quelque chose qu'on aime. Donc il faut essayer dans le travail avec la terre, dans le travail dans l'artisanat, dans des créations plus au niveau de relations à l'extérieur, dans des organisations, des gestions, dans l'accueil d'autres êtres, dans la cuisine, dans des soins, dans l'apport de soins, dans des herbes, dans des huiles essentielles, des herbes aromatiques. Je cite juste quelques domaines comme ça, ou plus une notion de gestion, d'organisation. Il y a plein de façons d'apporter de la valeur, ou enseignement, ou partage de quelque chose qui est en soi. Parfois, on ne sait pas parce qu'on n'a pas essayé. Et on se découvre parfois des métiers ou des passions qu'on essaye. Et donc, si on veut, un des aspects de ce projet aussi est de faire comme une sorte de petit incubateur de lumière où chacun pourrait, voilà, et on essaye de mettre en place ce qui est possible pour que la personne puisse rayonner sa lumière et s'épanouir, et comment elle s'intègre dans le collectif avec les autres pour que chacun puisse trouver sa place. Évidemment, ça se construit ensemble, tout ça, mais voilà, donc ça, il y a ce principe. Après, on pourra revenir parce qu'il y a d'autres, on parle donc des moyens financiers, etc. Il y a d'autres questions sur ce sujet, et donc on va y revenir en répondant à d'autres questions là-dessus. Enfin, il y a ce principe-là qui est intéressant de développer, je trouve. Alors, une question de Latika. Je vais d'abord répondre aux premières questions. Oui, donc il y a deux questions. Il y a
Y a-t-il un espace d'accueil? Bonjour Latika. Y a-t-il un espace d'accueil pour les vannes aménagées ou en camping? Y aura-t-il des habitats légers? Cela est prévu pour une communauté de combien de personnes? Donc, merci pour ta question. Alors, est-ce qu'il y aura un espace de camping ou est-ce que c'est possible d'amener des vannes aménagées? Alors oui, il y aura cela. Il y aura un espace qui est prévu pour le camping, tout comme il y aura des espaces qui seront prévus avec des habitats en dur. Donc il y aura ces deux choses-là. Et dans les espaces prévus pour le camping, donc avec, comme tu dis, des habitats légers, des sanitaires, etc. Donc un espace correct, hein, tout ça est dans... Il y a des normes aussi, hein, tout ça est dans la légalité. Donc il y a des normes pour que ce soit stable et puisque ça rentre dans le cadre du projet agrotouristique, comme je vous en ai parlé dans notre vidéo. D'un point de vue légal, je veux dire, c'est appelé comme ça, c'est comme ça qu'on peut faire ce projet et donc il y a un espace de camping prévu et cet espace de camping peut accueillir des vannes aménagées mais pour pas en mode sédentaire. Un van par définition, normalement, c'est quelque chose qui est fait pour voyager. Donc le van peut rester... naturellement, il y a des vannes, on a déjà fait du camping avec quelques vannes et des tentes, etc. actuellement sur le terrain. Mais plus tard, on peut imaginer qu'il y ait des vannes qui restent pendant un temps. Donc ça peut être une semaine, plusieurs semaines, éventuellement plusieurs mois, mais pas comme un lieu de résidence. On va pas créer une résidence avec un van, puis avec un patchwork de différentes choses. Parce que, pourquoi? Pour la raison qu'il y a dans les valeurs qu'on partage une certaine beauté. La beauté, ça n'a rien à voir avec le bling bling ou le cher ou le luxe. Ça a à voir avec quelque chose à l'intérieur. Et donc on peut faire quelque chose de beau avec tout. Et donc on peut faire quelque chose de beau avec un van, avec une caravane, avec n'importe quoi, bien sûr. Mais il y a aussi question d'harmonie visuelle. On ne voit pas forcément dans ce qu'on va créer des vannes comme habitat stable. Voilà. Donc ça sera toujours sédentaire, donc ça peut aller pour plusieurs mois, mais sinon il y aura possibilité, pourquoi pas en camping, il y a des habitats légers dans lesquels on peut vivre, hein, mais qui ne seront pas des vannes et qui ne seront pas des caravanes non plus. On aura prévu quelque chose qui s'harmonise davantage en bois mais pas en métal ou dans d'autres matériaux, principalement bois sans doute dans les habitats légers ou toile, parce qu'il y aura des tentes aussi bien sûr, qui va bien s'adapter avec le paysage. Donc on le dit par expérience parce que on a déjà visité différents endroits et une des difficultés de ce genre de projet, c'est que ce sont des projets en pleine nature. Donc forcément, la nature étant fortement dominante, ce qui est une bonne chose, il faut bien faire attention à ce que les choses soient correctes d'un point de vue de l'hygiène, d'un point de vue de l'entretien, d'un point de vue du soin qu'on apporte aux choses. Et il se fait que on pourrait imaginer que voilà, c'est naturel, on laisse les choses faire, etc. Mais d'un point de vue de la conscience, donc la conscience de la valeur des choses, et le soin qu'on apporte aux choses, la présence vis-à-vis des choses, eh bien il est bon que les choses soient, qu'on en prenne soin, parce que c'est de l'amour aussi. Et donc mettre de l'amour vers tout ce qui entoure, c'est garder l'endroit soigné, propre et il nous le rend. Et c'est quelque chose de faisable parce qu'on a vu des endroits qui étaient vraiment dans ce soin et on en a vu d'autres qui l'étaient moins. Et vibratoirement, ça ne crée pas la même chose. La vibration n'est pas la même s'il y a des choses qui végètent et qui sont délaissées. Et donc c'est un aspect important. Et c'est pour ces raisons, alors il ne faut pas faire d'amalgame, je suis pas en train de dire que c'est pas possible d'avoir du soin, encore une fois, avec une caravane, un van ou autre chose, mais pour différentes raisons, on a vu qu'on n'ira sans doute pas dans cette direction avec des caravanes ou des vannes aménagées en tant que mode habitat sédentaire, donc long terme, j'entends. Hein. Donc, encore une fois, on les accueille pour du moyen terme ou du court terme. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et
L'autre question, c'est cela est prévu pour une communauté de combien de personnes? Alors, la communauté de résidents même est prévue pour une centaine de personnes dans sa capacité d'accueil maximale. Donc, en imaginant qu'il y ait tout le monde qui vienne sur le terrain, etc. On a vu que pour permettre une certaine autonomie au niveau du terrain, eh bien, on donnera une capacité d'accueil qui va jusqu'à une centaine de personnes, qui comprend donc aussi des enfants, donc une famille notamment, donc forcément il peut y avoir des enfants. Et à cela, donc en capacité d'accueil maximale, c'est cela, mais il y aura aussi des aides qui vont venir sur le terrain parce qu'ils sont dans un séjour par rapport à un événement ou parce qu'ils viennent visiter ou se restaurer, etc. Et donc, il y a plus de monde que ça finalement à l'année. Il y a des aides qui sont dans un séjour, comme je viens de dire, pour un événement, donc plus un type de séjour court. Il y a des aides qui sont dans une notion de volontariat, donc dans plusieurs semaines ou plusieurs mois, elles participent à quelque chose dans le projet. Et donc tous ces différents flux vont se côtoyer de sorte que au final, ça fait plus que 100 personnes sur le terrain dans sa capacité maximale. Mais les résidents même, en termes de résidents, ce serait une centaine maximale, auquel donc il faut ajouter une série de courts et de longs séjours, d'être en long ou en court séjour, avec des passages peut-être exceptionnels, comme je viens de dire, s'il y a un événement particulier, pour avoir un pic, s'il y a plus de monde pour un événement. Mais globalement, ce serait ça. Et donc ça pourrait, en capacité maximale encore, donc on entend par là ce qu'il est possible d'acquérir sur le terrain tout en gardant quelque chose d'harmonieux et d'équilibré, sa capacité maximale peut dépasser facilement 200 personnes, voire plus, sans difficulté, voire plus. Donc voilà. Après, bien sûr, ça c'est si il devait avoir voilà, cette capacité maximale atteinte. C'est pas du jour au lendemain qu'il y a ça, mais en soi, on peut même techniquement, il est possible d'aller jusqu'à 300 personnes. Mais déjà 200 personnes, c'est en tout cas faisable au niveau de l'accueil sans qu'on ait du tout l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Voilà pour cette question, Latika. Ensuite, il y a une question de Dominique et une question de Lucille. Et ces deux questions vont aborder des sujets relativement similaires. Et donc, je vous propose de discuter de ces thèmes qui sont évidemment concrets et qui intéresseront certainement d'autres personnes. Donc, je vous remercie à toutes les deux pour avoir posé ces questions et éclairé ça sous cet angle-là pour qu'on puisse en parler. Alors Dominique exprime d'abord, voilà, belles énergies, belle résonance, merci. Je souhaite vraiment vous rencontrer, participer à l'expansion de Terra Liva, j'aimerais passer une dizaine de jours. Et donc, bienvenue, tu es le bienvenu pour venir nous rejoindre. Connaissez-vous Tamera, également établie dans l'Alentejo? Alors ça, c'est pas la question directement qui rejoint celle de Lucille, mais je vais d'abord juste dire un mot là-dessus. Donc Tamera, effectivement, on connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine beaucoup d'entre vous, c'est un écolieu qui se situe finalement pas très loin de notre terrain et qui est un écolieu assez connu dans la région puisqu'il est fort grand et il a une communauté de 200 résidents. Donc c'est considéré comme un des plus grands écolieux d'ailleurs, même en Europe. Et donc après, il n'y a pas 200 résidents à l'année, mais il y a 200 résidents une bonne partie de l'année. Et il y a des êtres de différents endroits du Portugal comme du monde, hein, en dehors du Portugal, qui va voir un peu comment ça se passe sur cet écolieu. De façon générale, les écolieux sont, puisque c'est quelque chose qui évolue, on évolue ça prend de l'ampleur, ça intéresse de plus en plus d'aides, donc il y a des aides qui sont intéressées à aller voir comment ça se passe. Donc on a été voir effectivement, et on a visité d'autres projets aussi,
des plus grands, des plus petits. Alors, des plus grands, mais on a visité des terres plus grandes, un peu différents, donc pas avec une communauté aussi grande, mais enfin, on a visité différents projets dans les alentours, dans la région, dont Tamera. Et tous ces projets, bah, ça nous a permis de voir un petit peu ce qui se faisait, de voir ce qui allait mieux, ce qui allait un petit peu moins bien, ou comment nous, on pouvait adapter par rapport, parce que chacun a aussi des points de départ et des vues différentes, hein. Chacun a sa singularité, sa signature, le terrain lui-même, le projet est vivant, comme un être vivant, avec sa propre vibration. Donc, chacun, on se connecte, chacun avec notre singularité, et donc ça nous a permis, ce qui est très intéressant, c'est que on profite, on bénéficie de l'expérience des autres, puisque eux ont déjà fait des choses, donc on peut mieux voir dans la matière, tiens, ben voilà comment ça se passe, comme ça, et ça nous permet de concrétiser, de voir par rapport à nous comment on voyait les choses. Voilà, ça aide à prendre la bonne direction et celle qu'on souhaite, et à bénéficier des expériences des autres. Voilà pour Tamera. Ensuite, les autres questions, c'est quelles sont les différentes participations financières? Comment vit-on financièrement en faisant partie de Teraliva? Comment peut-on projeter un avenir à Teraliva? Et dans quelle ville se trouve le lieu? Alors pour la ville, ça on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, c'est dans la municipalité d'Ourique. Donc voilà, c'est dans l'Alentejo, à la limite de Odemira, donc fort au sud-ouest du Portugal, pas très loin de l'Algarve. Et donc je vais lire la question de Lucille qui rejoint la même chose. Donc, qui demande à être ajouté au groupe Telegram, donc ça on l'a fait. J'aurais par ailleurs une question. Ah oui, qui veut participer au chantier, donc tu es la bienvenue pour participer au chantier avec les autres. Et Lucie dit, je ne parviens pas à saisir si le village aura pour objectif d'accueillir des personnes qui pourraient y résider et qui chercheraient aussi à investir dans leur propre habitat. J'imagine que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Vivre au Portugal, au sein d'une petite communauté dont je partage certaines valeurs et avec des projets concrets communs, serait un doux rêve. Donc, effectivement, si c'est pas clair pour toi, ben, c'est bien de préciser, c'est peut-être pas clair pour d'autres aussi, du coup, effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que le village a pour objectif d'accueillir des personnes pour y résider. Donc, on va parler après du financement. Alors que, enfin, il y a deux aspects, comme je l'ai dit. Il y a d'une part, en fait, principalement, c'est un écolieu, c'est l'idée, mais pour rendre l'écolieu viable, et aussi, pas que financièrement, c'est pour qu'il soit vivant, eh bien, il est bien que ça circule, et donc c'est normal que on puisse accueillir et partager, et connecter, et rendre, redistribuer ce qu'on apprend, et échanger, et enrichir ainsi. Donc il est normal qu'il y ait un principe d'accueil, qu'on puisse accueillir d'autres êtres, que ce que fait l'éco-village, que ce qu'il apporte, que ce qu'il construit, que ce qu'il apprend, il puisse le partager, le rendre, et puis qu'il y ait des êtres qui puissent comme ça apprendre aussi de l'extérieur à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur, que ce soit vivant. Donc il y a une activité aussi avec tout un centre d'activité qui accueille des événements, qui accueille des êtres qui peuvent venir voir comment ça se passe en séjour, et puis on offre différentes choses aussi, que ce soit au niveau du lieu résidentiel, c'est-à-dire que pour les êtres qui résideraient à l'année, eh bien, il y a une autonomie au niveau alimentaire. Une fois que, évidemment, ça met un temps à se faire, mais je veux dire, techniquement, la surface agricole du terrain le permet. Alors l'autonomie n'est pas à 100%, parce que ça n'a aucun sens produire son propre sel, par exemple. Comprenez bien qu'il y a un principe de connexion avec les autres, mais sur certains aspects, on peut créer donc largement une belle autonomie au travers de la permaculture et d'autres types de cultures. Et en même temps, il y a d'autres services, donc là on parle de l'alimentation, de la nourriture, mais il y a d'autres services qui pourraient tourner dans un échange naturel entre les résidents, et donc sans devoir, donc là on commence à parler aussi du sujet des questions de Dominique par rapport aux participations financières, comment ça fonctionne financièrement, etc. Donc à l'intérieur,
on ne voit pas forcément un échange d'argent, parce que c'est pas utile, ça n'a pas de sens et on a déjà vu d'autres lieux d'ailleurs fonctionnant très bien comme ça et qui finalement c'est comme si tu pouvais avoir 2 à 3 fois plus, de «richesse» entre guillemets, de réelle valeur, que si tu fonctionnais avec l'argent qui, en fait, complique les choses en interne. Donc, avec l'extérieur, c'est autre chose bien sûr. Mais à l'intérieur, ça permet de connecter tout de suite les services ensemble, ce que chacun a à offrir. Voilà, il y aurait par exemple dans ce qu'on produit une épicerie sur place. Donc, pour les résidents, tout ça pourrait circuler naturellement, une restauration, et cetera, et cetera. Donc là, c'est pour l'aspect résident. Mais en même temps, il y a un aspect qui accueille, où on peut offrir ce qu'on cultive, on peut et là, du coup, il y a des échanges, c'est normal, il y a un échange, qui aussi, là, par contre, se fait avec l'argent naturellement, où il y a selon un séjour, si une personne veut participer, il y a une participation financière pour le logement, pour l'événement, si elle veut acheter quelque chose, que ce soit une restauration ou si c'est, je sais pas, un service, quelconque par rapport à un soin, une thérapie ou autre chose. Enfin, il y a des échanges qui se font comme ça, qui sont différents et qui permet de, rendre, l'aspect, viable. Donc ça fait partie finalement d'un centre, qui permet donc, des échanges, pour entretenir, l'écolieu. Alors, il y a des êtres, comme je l'ai déjà dit, il y a des êtres qui viennent donc résider, enfin s'ils le souhaitent. Il y a des êtres qui viennent dans un court séjour pour une semaine, participer à un événement ou pour un peu, une semaine ou 2 pour sentir comment ils se sent à l'éco-village. Il y a des êtres qui viennent pour une période de 1 mois, 3 mois, 6 mois, donc plutôt moyen terme. Les aides qui viennent dans une période, comme ça peut être des aides qui viennent en volontariat. En échange de leur volontariat, ils auraient, logement ou nourriture ou les 2 et cetera. Donc il y a des aides qui résideraient aussi, donc eux, c'est différent. Il y a différents chemins de vie, on va dire, et on est à différents endroits sur le chemin de vie. Donc il y a des aides qui naturellement ont des rentrées, d'argent qui ne posent et ça ne pose pas de difficulté de résider, sur, le terrain parce que ça ne contraint pas leur rentrée. Par exemple, une personne qui est retraitée, forcément a des rentrées, mais ça peut être aussi une personne qui a des missions ponctuelles. Il y a des personnes qui travaillent pendant des courts temps sur l'année, très ponctuels, et donc qui sont disponibles une autre partie de l'année. Donc ces êtres-là, par exemple, pourraient continuer, faire ce qu'ils ont à faire à ce moment-là et le restant de l'année, vivre sur le terrain. Il y a des personnes aussi de plus en plus qui vivent en télétravail. Donc pareil, ces personnes-là, ça ne contraint pas le fait qu'ils puissent vivre là. Donc tout ça, par exemple, c'est des différents exemples de personnes qui peuvent, vivre là et qui reçoivent de l'argent. Et puis il y a des personnes qui, vont faire vivre aussi l'écolieu parce qu'en fait, ils y travailleraient directement. Bon, le mot travail ne doit pas être vu comme quelque chose de très contraignant parce que ce ne sera pas le cas, c'est quelque chose d'harmonieux, il faut le voir comme quelque chose où on fait ce qu'on aime, hein, et lorsqu'on fait ce qu'on aime, c'est plus une impression de travail. Et donc à ce moment-là, il y a une valeur qu'on apporte, ça a un sens dans ce qu'on fait. Donc donc en échange de ce travail pour un résident, il aura, le logement, la nourriture ou, et éventuellement, des contributions financières supplémentaires selon les besoins. Maintenant, ça dépend, tout ça, ce que la personne reçoit, dépend directement, de l'engagement dans son travail, donc dans la quantité de travail qu'il fournit. Ça veut pas dire qu'il doit travailler du matin au soir, mais si une personne travaille à mi-temps parce que c'est son mode de fonctionnement ou voilà, par exemple, ou travaille plus longtemps et cetera, c'est pas la même chose et de son niveau de responsabilité. C'est évident qu'une personne, selon son niveau de responsabilité, ce qu'elle apporte comme valeur, je suis pas en train de créer une hiérarchie verticale, hein, parce qu'on a une vue qui est une hiérarchie horizontale. Il y a pas de plus grand, de plus petit, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais il y a une organisation naturelle.
Donc, selon ce que la personne fait et ce qu'elle permet au niveau de l'organisation, ben, c'est pas la même chose qui est en retour. C'est normal, c'est une circulation. Mais quoi qu'il arrive, c'est fait de façon à ce que chacun se sente bien, hein, que ce soit pas, il n'y ait pas de difficulté, mais au niveau matériel ou autre. Maintenant, forcément, à ce niveau-là, sera différent. Pour la participation financière, comme je viens de le dire, une personne qui va en séjour pour un événement ou pour un volontariat, ça dépend aussi, bien sûr, de certains souhaits. Par exemple, si on offre une chambre collective, par exemple une chambre avec 3 personnes, et que bah, c'est différent que si la personne a une chambre individuelle. Alors si on n'est pas en capacité de pouvoir offrir pour la personne une chambre seule par rapport à son volontariat pour des raisons que ce ne serait pas viable dans le stade de développement du projet, etc. Et que la personne, elle, c'est très important pour elle de pouvoir avoir une chambre seule, ça arrive, mais qu'elle est en volontariat, ben, peut-être que là, par contre, elle devra, par exemple, donner un supplément quand même pour sa chambre seule. Donc, vous voyez, ça dépend de différentes choses comme ça, très pratiques et très concrets. Mais globalement, voilà, il y aura des êtres qui contribuent financièrement parce qu'ils ont déjà un apport, parce que comme j'ai dit, ils ont une rente ou un travail qui peut se faire en télétravail ou autre sur le terrain. Et il y a des aides qui contribuera parce qu'ils apportent dans leur travail. Voilà. Et nous arrivons, je crois hein, que j'ai tout dit, j'essaye. Donc voilà, tout ça, ça permet, c'est pour ça que je développe un peu, de se projeter un petit peu. Maintenant, je ne fais qu'effleurer le sujet, hein, donc tout ça est vaste. Et un cadre de travail, les heures où on travaille, comment ça s'équilibre avec l'harmonie, avec les notions et les valeurs spirituelles, et tout ça n'est pas cadré, cadenassé, parce que c'est dans le vivant, c'est là, mais c'est les êtres qui doivent trouver leur rythme naturel. L'idée, c'est que les choses seront là pour qu'on se sente la liberté, donc il y a un équilibre aussi entre rythme et mélodie, comme j'en parle dans mon enseignement. Des enseignements que je partage. Donc, une question aussi, c'est la question du financement, justement. Donc, pour revenir à la question d'ici, si vous êtes des aides qui chercheraient aussi à investir dans votre propre habitat. Donc, effectivement, c'est une possibilité. Donc, en ce qui se concerne les différentes maisons, il y a des maisons donc dans l'espace camping et des maisons donc plus des habitats légers. Et ensuite, il y a des maisons en dur, notamment qui seront principalement en terre, certains en bois. Et là, on envisage de faire 2 ou 3 types de maisons, des petites, des moyennes, des plus grandes, avec forcément différents coûts. Donc l'idée est de faire de l'autoconstruction, donc on travaille ensemble pour les construire, etc. Forcément, il y aura des coûts, il y aura différentes façons de les financer. Globalement, il est possible, et ça c'est avec des choses qu'on est en train de voir au niveau de la légalité, parce que c'est assez complexe, mais l'idée est qu'il serait possible, en tout cas, d'effectivement faire financer sa maison. C'est-à-dire qu'il y aurait une possibilité d'être propriétaire de sa maison. Mais pas tout à fait, oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas une propriété comme ce serait dans une propriété normale où il suffirait d'avoir l'argent pour acheter sa maison ou la revendre. C'est-à-dire que d'abord, il y a, pour être résident, naturellement, pour que ce soit harmonieux, ben, on essaye d'abord, il y a une période d'essai entre nous. Donc la personne vient, et puis elle vient 6 mois, elle essaye, ou plus si nécessaire, et à un moment donné, on voit ensemble que ça fonctionne. C'est pour tout le monde, la personne, c'est bien qu'elle essaye avant. Il faut bien essayer avant, pas acheter une maison tout de suite. Pour voir si ça marche, il faut essayer. Et donc, une fois qu'on voit que ça marche, que tout le monde se sent bien, c'est intégré, que voilà, que tout le monde se sent bien écouté, que c'est harmonieux, et bien à ce moment-là, alors, il y a une possibilité ou bien de financer la construction d'une maison, ou bien d'acheter une maison qui aurait
déjà été construites et qui du coup, ben, ne seraient pas habitées. Donc là, dans le principe de financement, là où c'est différent, ben déjà, vous voyez, il y a donc un achat ou un financement qui passe par Teraliva. Donc techniquement, c'est comme un peu une propriété si on veut, dans le sens que c'est la même chose, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle finance sa maison, ben, c'est sa maison. C'est comme si elle était propriétaire, sauf que si elle voulait revendre sa maison, elle peut revendre sa maison, mais pas à n'importe qui, uniquement à quelqu'un qui souhaite résider. Donc voilà, et qui donc aurait passé, enfin qui a fait un test et qui sent que tout le monde est OK sur le fait que manifestement c'est fluide et que ça résonne bien pour la personne. Un test, c'est naturel, c'est nécessaire autant pour le collectif qui réside déjà que pour la personne qui essaye. C'est tout à fait sain. Et donc, voilà, il y a cet aspect-là qui permet de préserver les valeurs, qui permet de préserver l'harmonie, qui montre qu'il y a ces fondations intérieures qui sont construites. Et donc voilà, il y a ce principe de propriété, comme il y aurait le principe éventuellement de transmission, d'héritage, etc., qui fonctionne autant avec les enfants qu'avec les conjoints, etc., parce que c'est naturel. Si la personne est là, si les enfants ont grandi dedans, ça fait partie de la vie. Voilà. Bon, alors ça va peut-être un peu loin dans la projection, dit comme ça, mais enfin ça permet de voir un peu l'esprit quand même. Et donc il y a possibilité de faire financer. Donc l'idée est de pouvoir permettre ainsi, par l'apport financier des êtres qui le veulent, un apport au projet qui permet de développer le projet et de permettre qu'il y ait un développement aussi au niveau des maisons, etc. Donc ça c'est le bon côté de que chacun puisse participer financièrement, mais sans que ça crée la distorsion qu'il n'y aurait que l'argent qui décide si on peut acheter une maison ou si on peut la revendre. Vous voyez? Donc il est nécessaire qu'il n'y ait pas de difficulté au niveau de la conservation des valeurs et de l'harmonie, etc. Parce que la propriété, sans ça, bah, il n'y aurait plus qu'une histoire de dérive vers peut-être quelque chose de plus individualiste ou dans des distorsions du capitalisme, etc. Donc ici, c'est pas une histoire politique, c'est pas mieux à gauche ou à droite, c'est bien dans l'harmonie des pôles. Mais voilà, donc voilà le principe. Je crois que je sais pas si ça a été suffisamment clair, dites-le moi, mais en tout cas, j'ai évoqué ces différents aspects. Ça donne la possibilité donc à chacun de pouvoir se projeter. Et donc il y aura des êtres qui financeront leur maison, et qui sont les bienvenus s'ils sentent une résonance. Et il y aura des êtres qui viendront travailler au niveau de l'Éden, ou qui ont un autre travail, mais un autre travail c'est encore un autre cas, mais enfin qui viendront travailler, qui en échange auront un logement ou autre chose, qui feront partie vraiment de l'écosystème. Ensuite, les maisons, on peut dire aussi qu'il y aura notamment, ça se joue après la résidence, se joue comme un collectif, hein, le collectif des résidents, donc sous forme de membres d'une association. Et naturellement, donc on peut voir ça comme une copropriété en fait. Donc naturellement, les parcs ou tout ce qui est autour, chacun contribue à sa façon, en ses capacités, etc. Tout ça peut être vu pour que ce soit juste, mais de façon à ce que tout par le collectif puisse être harmonieux, tout comme les activités de tourisme, de séjour, etc., d'événements et autres, peut contribuer aussi au bien-être et à la viabilité de cet écolieu. Et tout cet ensemble permet de montrer qu'il est possible ensemble de créer quelque chose où on vit dans l'harmonie, dans le cœur, dans l'amour, en embrassant la matière, en embrassant tous les aspects, et qu'on peut exporter cette façon de vivre et montrer que le nouveau monde, il est déjà là si on le veut. Voilà ce que je peux vous partager aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si ça n'a pas été tout à fait clair, dites-le. Et à très bientôt. Merci.